avant de me lancer dans l'exploration du domaine de la publicité littéraire, je voudrais vous distribuer un petit quiz que je teste pour la première fois avec vous et vous direz ce que vous en pensez. C'est à la fin du quiz, on saura si on reste partenaire de l'équipe. Ce petit quiz peut vous permettre de vous détendre un petit peu pendant la conférence, il y a des moments un peu plats. Voilà. Et alors à la fin, il y a quelques réponses qui sont contenues dans l'exposé, donc si vous écoutez bien, deux ou trois réponses. C'est comme pour les enfants, voilà, visiter des châteaux, j'aurais bien visité le guide. Donc ça c'était toujours un petit peu pour le fun. Alors maintenant, en ce qui concerne ce programme que tu as présenté, le programme ANR Litépub donc a commencé en janvier de l'année dernière et il se terminera dans 4 ans. Alors c'est un programme dont l'intitulé est long, sous le sigle Litépub. Alors vous découvrez ici le sigle officiel qui sera désormais le nôtre, qui vient d'être dessiné, et le site lui-même, le premier site qui sera un site vitrine dans un premier temps, et puis ensuite il y aura un deuxième site, qu'on espère plus ambitieux, sera mis en ligne avant Noël. Le quiz pourrait faire partie du site, c'est pour ça que je le teste un petit peu avec vous pour voir ce que vous en pensez. Alors, sous le terme Litépub, sous l'acronyme, comme dit l'ANR, l'acronyme Litépub, il faut entendre littérature publicitaire et publicité littéraire de 1830 à nos jours. C'est la raison pour laquelle je voudrais commencer en fait par voilà, quel sera le plan de la communication. Donc, tout d'abord, une exploration sémantique de la terminologie complexe, finalement, de la notion de publicité littéraire. Ensuite, une présentation du corpus sur lequel nous nous penchons. Ensuite, une première réflexion sur la typologie et une première réflexion sur la périodisation. En ce qui concerne tout ce que je vais dire aujourd'hui, on est finalement, c'est un tri normal dans l'ordre des hypothèses, puisque une ANR est faite pour explorer. Par conséquent, ce que nous voudrions, c'est avoir des réponses solides, sous forme d'ouvrages, d'anthologies, de colloques divers, à ces différentes questions, puisque la finalité, au fond, c'est de construire une histoire croisée de la littérature et de la publicité de 1830 à nos jours. C'est quand même assez ambitieux, et il va de soi que si nous avons quelques hypothèses aujourd'hui, nous n'avons pas encore de certitude sur ces questions, et c'est très intéressant de pouvoir avoir dans ce contexte un retour de votre part. Je dis toujours nous parce que c'est une équipe quand même de plus de 30 chercheurs, et aussi parce que je suis vraiment très étroitement associée, même si officiellement c'est moi qui suis le porteur de projet, à mon ami et collègue Laurence Guélec. Nous avons en même temps toutes les deux découvert cet objet sans le savoir et sans le connaître, et par un hasard objectif des plus favorables, nous avons fini par nous rencontrer et par réaliser qu'elle avait fait de son côté pour le 19e siècle, puisqu'elle est synonyste, à peu près les mêmes constats que moi pour le 20e, et nous nous sommes donc associés autour de cet objet. Cet objet, donc, la publicité littéraire. Il fallait lui donner un nom dans le cadre de l'ANR, et cela n'est pas évident, car si l'on prononce aujourd'hui ce terme, publicité littéraire, il n'est pas du tout certain que les réponses soient homogènes. Je n'ai pas fait de micro-trottoir, mais on pourrait s'y amuser. En règle générale, quand je prononce le mot sans autre explication, les personnes pensent immédiatement, c'est peut-être votre cas, à la publicité faite pour la littérature, pour le livre, la publicité éditoriale. Alors c'est l'un des sens de ce terme, qui est l'expression elle-même, il faut la situer historiquement, c'est une expression qui apparaît dans l'entre-deux-guerres, peut-être un peu avant, je ne sais pas exactement. Elle n'existait naturellement pas avant la naissance même de la publicité, qui est elle aussi remonte aux années 20, puisqu'avant nous étions dans l'ère de la réclame. Donc de publicité littéraire, il n'y avait pas. Donc nous englobons là, sous ce terme, un siècle qui n'a pas connu véritablement la publicité au sens strict du terme, et à travers une expression qui est empruntée, qui circulait en tout cas au moment de la naissance de la publicité dans les années 20 en France, par naissance tardive dans l'Hexagone. Par publicité littéraire, on entendait dans les années 20
Alors quand je dis on, entendait où, quand, comment, pourquoi? Eh bien dans la presse spécialisée, les revues professionnelles des premiers publicitaires, dans les journaux littéraires où cette question de la publicité littéraire était très débattue, voilà, dans les médias, circulait cette notion de publicité littéraire pour désigner deux choses. La publicité éditoriale, effectivement, celle que les écrivains font à travers leur médiatisation, les signatures, les portraits, le début des premières vitrines de librairie, enfin tout ce style Grasset qui est à l'origine, pour une large part, de la publicité littéraire au sens qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Mais la publicité littéraire désigne aussi la publicité faite par les écrivains. Et naturellement, c'est cet objet-là qui est le plus original, si j'ose dire, de l'ANR. En tout cas, c'est celui qui a fait l'objet d'une vraie trouvaille. Car qu'il y ait eu de la publicité pour les auteurs, pour le livre, nous ne prétendrions pas dans cette ANR en être les auteurs de cette trouvaille. Nous le savions déjà. En revanche, ce qui vraiment est un objet non identifié de l'histoire littéraire et culturelle, et même de l'histoire de la publicité pour une large part, c'est le fait que de 1830 à nos jours, les écrivains, je crois pouvoir le dire comme ça, n'ont jamais cessé d'écrire des textes pour la publicité, de manière anonyme ou signée, en tant que professionnel recruté avec un salaire, ou bien en tant qu'intermittent, en quelque sorte, de la publicité. Donc nous avons affaire à un immense corpus méconnu de contributions des écrivains à la réclame, puisqu'on l'appelait ainsi au XIXe siècle, et puis ensuite à la publicité. Mais les choses se compliquent encore un peu dans la mesure où, parallèlement à cette étiquette publicité littéraire pour désigner donc la publicité faite par les écrivains, circule dans les médias l'expression inverse, celle de littérature publicitaire. Et c'est d'ailleurs cette expression de littérature publicitaire que l'on trouve dans la revue Arts et métiers graphiques. Et entre ces deux, alors, que désigne la littérature publicitaire? Eh bien, vous entendez bien la différence qui n'était pas explicitée, ou peu explicitée dans l'entre-deux-guerres, et évidemment, qui est absolument passionnante, c'est que la publicité littéraire serait une publicité faite d'après les recettes de la littérature et ou par ses auteurs mêmes, alors que la littérature publicitaire prétend dans son expression même être une littérature d'un certain type, mais à part entière. Et on sent bien qu'entre la publicité littéraire et la littérature publicitaire, il se joue une sorte de polémique latente, et qui finira par éclater, celle qui réunit dans l'entre-deux-guerres, puis opposera, dans un second temps, après la Deuxième Guerre, les professionnels de la publicité aux écrivains. C'est une problématique, je dois dire, qui m'a frappée par sa proximité avec celle que j'avais pu rencontrer avec l'écrivain reporter. Sans doute qu'il y a quelque chose de l'ordre de même cause, mêmes effets, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Juste pour vous donner un ordre d'idée sur le caractère glissant de cette terminologie, en 1927, c'est à l'occasion d'ailleurs du lancement de ce concours, que Blaise Cendrars a rédigé le fameux article, car c'est un article du journal, qui deviendra le manifeste, publié dans Aujourd'hui, sous le titre Publicité égale poésie. Et en fait, ce texte, il l'a écrit d'abord dans la presse, à l'occasion d'un face-à-face entre lui et Fernand d'Ivoire, autour du lancement du prix Beaumarchais de littérature publicitaire, et non pas de publicité littéraire. Et ce prix Beaumarchais de littérature publicitaire était destiné à récompenser, enfin était destiné à montrer que littérature et publicité n'étaient pas contradictoires. Le jury était composé pour une part de professionnels et pour une autre part d'écrivains, et ont été reçus anonymement un ensemble de propositions, et finalement c'est James de Coquet, l'écrivain du Figaro, qui a obtenu ce prix, et Colette faisait partie des finalistes. Bon, ceci pour expliquer
que cette terminologie est extrêmement riche et qu'elle méritera évidemment de plus ample développement. Alors je vais passer maintenant à la présentation du corpus. Donc, je vais vous faire une sorte de présentation. Si je vous dis qu'elle est en vrac, vous aurez du mal à le croire, hein, je ne vais pas vous faire croire, disons, elle est pédagogiquement en vrac, hein, si l'on peut dire, c'est-à-dire je vous la présente comme ça, mais en même temps, on a tenu compte d'un ensemble d'éléments. Alors je commence ici par l'époque actuelle, car une des questions les plus fréquentes désormais lorsque nous parlons de notre objet préféré, la publicité littéraire, on nous dit que c'est terminé maintenant. Maintenant, c'est pas terminé du tout, du tout. Ça n'a jamais été aussi présent. Alors ici, on est en 2013, mais j'aurais pu vous donner un exemple de 2015. Voici donc la publication. Alors vous voyez sur le site Louis Vuitton, je l'ai emprunté au site Louis Vuitton, vous voyez David Fonkinos, écrivain contemporain s'il en fut, qui sort du Mal dans une photogénie très publicitaire elle-même, tant pour la littérature, pour lui-même, que pour la malle Louis Vuitton. Et à gauche, vous avez l'objet de ce mariage de la carpe et du lapin, la malle, hein, un livre donc comportant 11 nouvelles. Je ne vais pas relire ce qui est écrit peut-être sur le PowerPoint. Voilà. Alors ça a été édité par Gallimard et Louis Vuitton. On trouve le livre en librairie chez Gallimard. Il a été traduit en 3 langues, lesquelles je vous les donne en mille. Enfin, il est en 3 langues, français, anglais et japonais bien sûr. Achat de malle Louis Vuitton obligeant. Voilà. Et lorsque je me suis rendue chez Louis Vuitton pour avoir quelques informations sur cet objet, et qu'à un certain moment, très délicatement, j'ai suggéré que ce pourrait être un objet publicitaire, alors là, il y a eu une frayeur. Passé, on m'avait servi un verre de jus d'orange, j'étais bien assise, mais quand j'ai dit publicitaire, on m'a fait comprendre que non. J'ai dit, est-ce que les auteurs ont été payés? Une petite malle Louis Vuitton, non, je sais pas, non. J'ai pas pu savoir, hein. Mais c'était évidemment voilà. Non, ils n'ont pas repris le jus d'orange, mais ils ont cessé de me proposer des biscuits. Voilà. Donc en fait, voilà un objet publicitaire qui est exactement de même nature que le Printemps de Macorlan, publié en 1929 chez Gallimard, à la gloire du magasin du Printemps. Donc, retour de l'histoire, résurgence de l'histoire. Ceci pour dire que tout ce que je vais vous montrer maintenant en faisant un retour en arrière, donc on vient maintenant à la naissance de ce phénomène. Nous sommes dans le Figaro du 26 décembre 1837. Et vous voyez donc au-dessus l'annonce du roman de Balzac, César Birotteau, dont je ne vous apprendrai pas qu'il est c'est probablement la première fiction publicitaire de l'histoire de la littérature. C'est splendeur et décadence d'un homme d'affaires qui se serait trop laissé tenter par ce que Balzac appelle la littérature d'en bas. Hein. Et Balzac, qui lui est un auteur de la littérature d'en haut, se venge en quelque sorte sur le pauvre César Birotteau, qui est très sévèrement puni par une ruine des confitures absolues. Bon, ici, l'ouvrage fait l'objet d'une publicité pour le journal L'Estafette. Moyennant un abonnement à L'Estafette, les lecteurs du journal pourront obtenir un exemplaire du livre de Monsieur de Balzac. Et l'on comprend déjà que dès l'origine de la réclame, un lien savant s'opère entre la publicité pour la presse, qui fait celle du livre, mais le livre fait aussi celle de la presse, et le livre devient en quelque sorte un cadeau publicitaire offert par la presse. Nous sommes donc au début de la réclame dans des processus qui n'ont bien varié aujourd'hui à bien des égards, même si ensuite on a plutôt le cadeau bonus, des choses comme ça, mais voilà. Donc César Birotteau en cadeau bonus des premiers temps de la réclame. Ici, un petit article découverte qui est intéressant puisque c'est une vraie réclame pour le réparateur rebelle qui nous permettra de retrouver une belle chevelure. Or, il se trouve que le prospectus que dans César Birotteau, Balzac pastiche est un prospectus pour la fameuse huile céphalique, qui porte bien son nom, qui permettra la repousse des cheveux. Donc, les publicités ne sont pas choisies au hasard entre la vraie publicité pour le réparateur rebelle et la publicité contenue dans le livre de Balzac, c'est-à-dire dans la fiction, le journal, de façon très savante,
opère un lien subtil. Donc ici, j'ai envie de dire, pour rendre hommage aussi à l'un des premiers à s'être vraiment, enfin, je crois que c'est un des premiers livres à s'être intéressé de très près à cette question, c'est le livre de Marc Angenot, ancêtre vraiment de notre projet, qui a consacré un livre entier, tout à fait passionnant, à la poésie du Salon du Congo. Donc le Salon du Congo, une marque de Victor Vessier, dont Angenot a montré, il y a déjà plusieurs années, enfin a découvert, que ce Salon du Congo avait fait l'objet de réclames au sens strict du terme, c'est-à-dire de ce qu'on appellerait aujourd'hui la publicité rédactionnelle. C'est-à-dire une réclame qui ne dit pas vraiment son nom, qui se glisse, qui sort des pages d'annonce de la 4e pour se glisser à l'intérieur du journal et qui prend la forme de petits poèmes. Alors voici un exemple, Pilule philosophique. Le jeu conduit au vol, l'or à l'indépendance, la faim à la cuisine et la soif au tonneau, la douleur à la mort, les plaisirs à la danse et l'amour des parfums au savon du Congo. Apprécierez-vous, n'apprécierez-vous pas? De toute façon, si celui-là ne vous plaît pas, il y en aura bien un qui vous plaira, qui vous arrachera un petit sourire. Ils ont été publiés par centaines, si ce n'est par milliers, donc de façon quotidienne ou hebdomadaire, dans la presse de la fin du XIXe siècle. Et réunis ensemble, ils forment comme une sorte d'historique de la période, puisque évidemment on y apprend par exemple dans cette publicité, on le savait déjà par les historiens, mais cela nous confirme par exemple que le savon n'était utilisé que par les allongés, enfin les dames de mauvaise vie, et le savon du Congo devait dans sa publicité essayer de convaincre les bonnes bourgeoises de recourir à l'hygiène, même si par ailleurs c'était parfaitement bonnes épouses, bonnes et fidèles épouses. Alors c'est très amusant, effectivement, de voir que la publicité, de ce point de vue-là, véhicule aussi l'histoire culturelle. Donc ici, toujours au XIXe siècle, celui qui fut, si ce n'est l'inventeur, en tout cas le systématisateur de ce que l'on appelle la publicité à attestation, l'absolu génial, qui s'appelait Angelo d'ailleurs, Angelo Mariani, un prénom, un patronyme taillé pour la gloire, qui entreprend de demander, j'ai envie de dire, à tout ce que la République compte de Gotha, à toutes les grandes personnalités de France, de Navarre et d'Europe, prélats, écrivains, vedettes, chanteurs, femmes de théâtre, moyennant l'envoi d'une caisse du tonique Mariani, merveilleux tonique dont on rêve aujourd'hui, qui fut interdit en 1925, et malheureusement, car on s'est aperçu que toute la Troisième République s'était enivrée à la cocaïne et que, bien sûr, toutes les vertus qu'on prêtait au vin Mariani venaient de cette dose très élevée de cocaïne qui donnait eh bien, aux hommes, c'était le Viagra de la Troisième République, c'était voilà, la panacée que Sarah Bernard prenait avant d'entrer en scène parce que ça la calmait, etc. Un vin extrêmement célèbre. Et il existe aujourd'hui, je crois, 12 volumes d'attestation de ce que comptait de 1890, qui jouait le premier volume, jusqu'à 1925, le Gotha. Et parallèlement, c'est ça qui est très intéressant, Mariani il a eu la géniale idée de faire en même temps qu'un ouvrage publicitaire, une sorte d'anthologie de la littérature contemporaine. Tout le monde voulait être dans l'album Mariani et bien sûr donner gratuitement son autographe, car ne pas être dans l'album Mariani, c'était ne pas faire partie des célébrités contemporaines, et on voit bien évidemment se mettre en place la publicité réciproque entre celui qui l'a fait et la publicité et le fait que la publicité fait aussi celle de l'écrivain. D'où peut-être ce double sens de publicité littéraire. Quand un écrivain fait de la publicité pour l'album Mariani,
Mariani fait aussi la publicité de l'auteur. Car s'il est dans l'album Mariani, il passera à la postérité, effectivement. Alors ici, autre, pour varier un petit peu, pour montrer aussi, il est difficile d'insister sur tous les aspects, tant l'objet est protéiforme et abondant. Autant l'album Mariani relève vraiment du livre lourd, 1 kg à peu près par volume, autant vous avez des publicités déjà au XIXe siècle sur des supports beaucoup plus légers, comme les petites cartes lues, qui sont éditées par Lefebvre-Utile et qui vont éventuellement remplir un album que les enfants s'emploieront à compléter au fur et à mesure de l'achat de biscuits. Et vous avez à chaque fois un petit quatrain, je crois que malheureusement on ne déchiffre pas bien ici, signé d'un auteur, bien écrit. Alors toujours au XIXe siècle, voici quelques exemples pris parmi des milliers de kilomètres de versification publicitaire, car la poésie en vers était très en faveur au XIXe siècle, elle n'était pas signée la plupart du temps, et on peut penser que plusieurs plumes célèbres se sont stipendiées de cette façon, sans le dire, mais évidemment aussi des poètes désargentés de la Bohème, qui, pour vivre, ont proposé leurs services. Alors ici, Vacheresse, c'était le nom d'un restaurateur, et dans la quinzaine anecdotique, Revue Belge, 1924, vous voyez une annonce tout à fait charmante d'un poète publicitaire qu'on appelait d'ailleurs parfois à l'époque réclamier ou réclamiste. Ensuite, les deux termes sont tombés en désuétude. Voilà. Nous donnons volontiers à cet excellent confrère la plus large publicité gratuite et le recommandons très chaleureusement à nos lecteurs, Albert Robert Moutresse, poète diplômé, 29 ans de pratique, fait toute poésie pour mariage, baptême, société de réunion, fêtes, etc. Délai de livraison 1 semaine, et c'est absolument délicieux, c'est qu'on connaît enfin le prix de la littérature. Sonnet, 25 francs, balade de 30 vers, 40 francs, rondeau ou ritournelle, 25 francs, acrostiche, vous voyez, c'est l'exemple que je vais donner, c'était très prisé, l'acrostiche en publicité, 50 francs. Toute poésie garantie inédite et de valeur. J'avoue que c'est un document absolument charmant que Laurence a trouvé. La question, c'est maintenant, est-ce que tu as trouvé des poèmes de Moutresse? Non. Mais sur le 19e, j'avoue que je laisse à Laurence qui pourrait sans doute répondre à ta question. C'est peut-être un pseudonyme. Mais c'est une vraie annonce, c'est une véritable annonce. Il y a des poètes qui en ont fait profession, des poètes très mineurs. Voilà. Donc ici, un exemple extrêmement littéraire, de publicité littéraire, non pas au sens où elle est signée par les écrivains, mais au sens où elle repose entièrement sur les ressources de la littérature. Alors c'est une invention de génie, la publicité pour Michelin, enfin Michelin a été un génie de la publicité. Et ici nous sommes sur un dispositif que nous avons, dont j'avais déjà eu connaissance avant, mais ce document-là est vraiment assez rare, puisque nous venons de le numériser récemment à la bibliothèque Fornet, où il y a quelques extraits qui circulent sur Internet. C'est la série des théâtres illustrés du pneu. Alors, le illustré du pneu, c'était une page qui paraissait au dos de l'illustration théâtrale, de la revue d'illustration théâtrale, et qui présentait une petite scénette dont les titres, tout à fait délicieux, étaient « On ne badine pas avec le pneu »,« Les demi-vierges »,« Être ou ne pas être antidérapant »,« La précaution inutile »,« Tartuffe ou la multiplication des pannes »,« Voyage autour de ma chambre ». Voilà. Tout cela est évidemment plein d'esprit, un peu potage sans doute, mais ça nous dit beaucoup, où vous voyez qu'il y a véritablement des parodies de titres, d'œuvres de théâtre du répertoire français, et ensuite ces petites scénettes qui étaient développées de façon extrêmement humoristique.
ont été réunis dans une série de fascicules qui s'appelait donc le théâtre illustré du pneu et qui, sur le plan bibliophilique, marque les débuts de la bibliophilie Art Nouveau, de la bibliophilie publicitaire Art Nouveau, qui est déjà une fort belle bibliophilie, même si la bibliophilie Art Déco ira encore plus loin. On voit déjà ici la qualité graphique. Alors, nous avançons dans le temps. Enfin, je ne sais pas où j'en suis. Mais ici, nous venons de passer un cap. Un cap qui est celui de la publicité. Voilà. Nous venons de... Alors, est-ce que le théâtre illustré du pneu appartient à l'histoire de la publicité? Oui, et encore à l'histoire de la réclame. On est à la charnière. Ici, nous sommes dans l'histoire de la publicité. Et un des marqueurs du passage de cette histoire, d'une histoire à l'autre, un des marqueurs parmi bien d'autres, c'est l'essor du slogan. L'essor du slogan. Donc ici, je n'ai choisi que des slogans. L'un, qui est peut-être l'un des rares à avoir survécu dans notre mémoire de littéraire, c'est le slogan pour la Marie-Rose. La Marie-Rose, c'est la mort parfumée des poux. Slogan de Robert Desnos. Christophe, travailler pour la radio. Travailler pour la radio. Ensuite, vous avez en bas une publicité qui paraît dans la presse pendant toute l'entre-deux-guerres et même après la Deuxième Guerre pour les soirées du Charme, avec un joli petit, je ne sais pas si on peut parler d'un slogan, mais une accroche de Colette. Du Charme, celui qui tisse la lune, le soleil et les rayons bleus de la pluie, signé Colette. Et c'est d'ailleurs pour les soirées du Charme qu'elle avait obtenu un 3e ou 4e prix accessible au concours de publicité littéraire. Alors au milieu, bon, un des chefs-d'œuvre de la publicité littéraire, on ne s'en lasse pas, et aussi une des plus grandes campagnes dans l'histoire de la publicité de l'entre-deux-guerres, c'est la campagne pour les bas Kaiser, qui date de 1930-1931, qui était une marque allemande de bas, confiée à Cocteau, non pour les dessins, parce que parfois Cocteau fait aussi des dessins, mais simplement ici, pour rédiger des épigrammes et associer d'une certaine manière, tant à travers la notion d'épigramme que à travers la marque auteur Cocteau, l'esprit français des années 30 à la marque allemande, car évidemment le bas se prête mieux à cette image de marque. Voilà. Donc, mesdames, sans bas Kaiser, vos jambes ne sont plus que des moyens de transport. Et il a fait toute une série comme ça, je vous donne que quelques autres exemples qui sont plus délicieux les uns que les autres, avec une exploitation, vous allez voir, très appuyée de la métaphore eh bien, de publicité-littérature. Il n'est pas de rime plus riche que 2 jambes en bas Kaiser. Vos jambes sont des poèmes. Faites-les relier par Kaiser. Donc c'est effectivement une très très belle réussite publicitaire à laquelle la revue Vendre consacre un article dithyrambique. C'est un exemple absolu de la bonne publicité littéraire. Au-dessus, Edmond Rostand, avec une plume monoto, on est bien même en auto. Voilà. C'est plus ou moins réussi. Et puis, contemporain, pourquoi aller de Roissy à Issereau quand on peut aller de Paris à Londres, qui est un slogan de Becbédé. Donc on voit que la tradition du slogan va courir tout au long du XXe siècle et que les écrivains y contribuent. Alors nous avons ici, nous entrons dans la grande bibliophilie publicitaire Art Déco, avec la naissance de très très belles plaquettes publicitaires éditées par les plus grands imprimeurs du temps, Devant Bèze, Dréger, qui sont des albums qui aujourd'hui s'arrachent à des prix assez considérables, qui sont des
qui appartiennent à ce que Maccornon appelait la publicité supérieure, c'est-à-dire une publicité de luxe qui en général n'est pas toujours, porte sur les produits eux-mêmes luxueux, comme ici le parfum, et qui associe le dessin à la signature, souvent reproduite, la signature souvent orthographe, d'un ou de plusieurs écrivains qui peuvent participer à une même plaquette. Alors ici, c'est une très très jolie plaquette, enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment une des plus belles, et sans doute des plus surprenantes. Elle est signée donc Louise de Villemorin. Bon, ce qui est surprenant, eh bien, c'est quand même la présence du calligramme dans la publicité. Hein. C'est extrêmement joli, elle s'inspire donc du dessin, elle le reproduit sous forme de poème, et ensuite nous avons à droite le texte lui-même, enfin, c'est la traduction du calligramme. Et tout l'ouvrage est de cette mouture-là, avec une très belle préface de Colette. Alors on voit émerger à cette occasion un phénomène tout à fait remarquable dans la contribution des écrivains à la publicité. C'est une... Alors là aussi, il faudrait faire des statistiques, mais enfin, on sent qu'elle serait certainement très favorable à la présence des femmes. Ce qui n'est pas forcément très bon signe pour le positionnement des femmes dans le champ littéraire, comme vous savez, puisque la publicité littéraire n'est pas encore, mais après la lumière, tout sera possible, le summum de la hiérarchie littéraire. Donc voilà. Donc elles sont très sollicitées pour les parfums, pour le linge de maison, pour ce genre de choses. Alors voici un autre exemple de ce type de plaquette que j'ai choisi parce que certains écrivains sont plus ou moins inimaginables que d'autres. Ça m'intéresse beaucoup. Que Colette ait pu faire de la publicité, on l'imagine assez bien, elle a tout fait après tout, hein, danseuse nue, théâtre, bon voilà, c'est une éclectique de la littérature. Que Cocteau se soit livré à la publicité, on dit oui, c'est naturel. Hein, bon. Giono, ça devient, mais j'ai mieux encore, hein, mais Giono, ça devient quand même plus surprenant. Hein. Alors voici un exemple, surtout pour les pneus Kléber-Colomb. Voilà, pour les pneus Kléber-Colomb. Dans un livre très beau, avec un très beau texte de Giono, hein, il a fallu créer Icare avant l'avion supersonique. Et pour passer d'Icare à l'avion, si on essaie de faire la somme des gymnastiques de l'esprit et de l'ordonnance des gestes auxquels cette gymnastique a présidé, on est ébloui, etc. C'est un texte très long, très lyrique, très beau comme objet. Ici, les deux pages s'ouvrent, et à l'intérieur, ce sont une série de photographies techniques hein, des usines Kléber-Colomb. Voilà. J'avoue que la première fois que j'ai découvert ça, je n'en revenais pas, mais naturellement, je ne venais que de tirer un tout petit fil de l'écheveau assez abondant des contributions de Giono à la publicité, pour le chocolat, pour bien d'autres marques encore. Alors ici, un fleuron absolu hein, de la bibliophilie publicitaire, à plus d'un titre. C'est un ouvrage assez complexe qui s'appelle L'idée, qui a été publié chez Dreijer, sans doute l'imprimeur le plus talentueux de la période Art déco, donc là on est un petit peu après, mais ce sont les retombées de la période de l'entre-deux-guerres. Il est publié avec une préface de Léon-Paul Fargue, et c'est une sorte de pressbook pour la maison Dreijer, de publicité, en somme, pour la publicité, puisque Dreijer s'était doté hein, d'un département publicitaire très important dans l'entre-deux-guerres. Et ce fascicule, enfin, cette plaquette, hein, qui arbore la fameuse reliure spiralée dont nous servons aujourd'hui pour rendre nos travaux de thèse, qui est une, je ne dirais pas la reliure vulgaire des années 2015, mais oui, était, lorsque Dreijer la lance pour la première fois dans les années 20, une innovation sans précédent dans l'histoire de la reliure. Donc il valorise cette innovation qui lui revient, il propose des illustrations publicitaires pour des marques de parfums, et il demande à Fargue de proposer eh bien, des slogans. Idée,
Alors ici, c'est une sorte de slogan pour le slogan, en quelque sorte. L'idée, c'est l'incarnation dans l'esprit de la maison Dréger de l'innovation publicitaire. Idée, lumière d'or, née de la connaissance et du jeu de l'esprit, n'es-tu pas cette graine que le succès féconde et vers qui se tourne le monde? C'est quasi une définition lyrique, finalement, de la parole publicitaire, hein, prise dans une sorte d'euphorie moderniste, hein, de la grande diffusion. Alors Laurence l'adore, elle l'a mis sur le programme du colloque sur la poésie, sans demander les dons. Alors ici, on passe à un tout autre type de document, non moins surprenant, sans doute même encore beaucoup plus surprenant, qui est la contribution, enfin un extrait du dossier inédit, que j'espère pouvoir éditer prochainement, des contributions de Francis Ponge à l'OGEP, Office général de publicité, où il va travailler de 1953 à 1954, pour une agence de publicité, donc l'OGEP, qui lui passe pour ses clients des commandes. Et donc ici, je vous ai donc fourni un extrait qui a été publié, celui-ci, dans les cahiers Ponge, sur le rouge à lèvres Lantérique. Mais les autres produits sur lesquels il travaille ne sont pas moins incroyables, hein, puisqu'il propose des slogans, des scénarios de films, des articles rédactionnels pour le désodorisant Samiflore, la cire kiwi, le rhum Negrita, j'en passe, les poulets du roi. Et j'avoue que c'est la fois que j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Donc il est là, évidemment, il ne signe pas. Et il n'a jamais publié cet ensemble d'inédits, qui sont encore aujourd'hui dans les archives d'Armand Ponge, hein, qui trouvent ça très drôle, mais qui, bon, j'ai envie de dire, c'est pas trop, enfin, en tout cas, Ponge n'envisageait pas, n'avait pas de volonté littéraire particulière. Apparemment, ça c'est ça qui est très intéressant aussi. Il y a tout le dossier sur les refus, hein, et il essuie beaucoup de refus. Voilà. Alors, n'est-il pas, est-ce que le bon poète est un bon publicitaire? Voilà aussi un peu la question que pose tout cela. Alors, il appartient là, Ponge est le représentant, je dirais, d'une autre famille que celle de Colette ou de Cocteau. Il appartient à la même famille que Jean Anouilh, Céline ou Frédéric Mistral, qui sont des écrivains qui ont travaillé véritablement comme rédacteurs publicitaires, puisque Céline a fait beaucoup de publicité pour les laboratoires, hein, pharmaceutiques, qui n'étaient pas signés, mais qui ont pris son temps et contre lesquels il a été rémunéré. Bon, le dossier est d'ailleurs assez bien connu par les spécialistes de Céline. Donc ceci attire notre attention sur le fait que la figure de l'écrivain publicitaire n'est pas une, mais effectivement multiple. Et que l'anonymat, après avoir disparu à l'époque des grandes signatures dans les années 20-30, redevient, semble-t-il, de mise après la Deuxième Guerre, et aujourd'hui on voudrait plutôt ressurgir, hein, les signatures. Alors, autre exemple, enfin, autre type de dispositif, alors là, tout à fait différent, qui relève de la publicité littéraire, alors en un sens, comme vous pouvez voir, extrêmement parodique, c'est l'exploitation, par ailleurs assez bien connue, hein, dans la publicité d'un certain nombre d'emblèmes, de textes, de figures de la littérature. Maintenant, comment résister au rapprochement du nez de Voltaire avec la publicité pour l'aturgile, en cas de rhume, dans la grande tradition de la physionomie, on voit ce nez, visiblement, a plus de chances que beaucoup d'être bouché, sans doute en raison de sa forme, etc. Donc c'est du plus mauvais. Là, c'est vraiment du... Donc ça aussi, ça rentre dans le champ de cette recherche. Ici, c'est un support particulier, j'ai choisi pour le support. C'est un foulard, hein, signé, une petite pochette, hein, je l'ai chez moi, je vais la mettre quand je vais en conférence. Petite pochette pour la revue Lire, pour les 10 ans de la revue Lire. La revue offre à ses lecteurs une petite pochette signée
par 20 écrivains français du XXe siècle. Pour dire que la littérature se répand sur des supports qui peuvent être très très différents, des petites cartes, du tissu, des éventails, des étiquettes, des timbres. On a multiplié dessus. Donc ici on passe à un autre document qui nous rappelle ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire le double sens de la publicité littéraire. Puisqu'ici nous avons affaire à 4 documents qui relèvent du premier sens, si on veut que ce soit lui le premier, c'est-à-dire la publicité littéraire au sens où elle était faite pour le livre et où elle va quand même prendre un essor considérable à partir des méthodes Grasset. Donc ici on voit, c'est assez connu, la fiche de Cassandre pour Champion du Monde, avec la révolution de la couverture de Maximilien Vox, c'est pareil graphique. Donc ici, ce qui m'intéresse en ce moment, mais ça ne va pas durer éternellement quand même, mais ce sont les bandes annonces sur lesquelles il n'existe à ma connaissance qu'un article, c'est le vôtre, Mélane, auquel donc Gérard Genette fait référence. Et oui, voilà. Et donc je vais faire le deuxième article sur ce sujet. Donc je suis en train d'essayer de récolter des informations pour savoir quand est-ce que le bandeau annonce a commencé et voir un petit peu comment il évolue dans le temps. J'ai beaucoup de mal à trouver des informations sur ce sujet. Mon hypothèse est quand même qu'il est né dans les années 20. Alors ici, j'ai choisi deux très jolis bandeaux annonces qui m'ont été procurés très amicalement par un spécialiste de l'ERIS. Et on a un exemple de citation d'écrivain, les méduses du rêve aux robes dénouées, ça se fait encore. Parfois, ce sont des écrivains contemporains de l'auteur lui-même, auquel cas on parle de blurb. Et à droite, pour moi, c'est un des plus beaux bandeaux que j'ai réussi à collecter. Rêver, unique balise au néant, donc on peut très largement supposer que c'est l'Éris qui l'a écrit. Je suis allé vérifier, il ne figure pas dans le glossaire Giscard-Négrose, mais évidemment, c'est une sorte de marque d'auteur. C'est l'auteur du glossaire qui, bien sûr, signe ici, avec donc, la reprise en capitale des premières lettres du titre Le roman pour coup d'Olympia. En bas, donc, une vitrine de librairie, car il faut savoir que les années 20 coïncident avec le début de l'art de la vitrine littéraire. Avant, les livres étaient présentés chez les libraires en bibliothèque. Là, ils font l'objet de mise en scène, parfois assez sophistiquée, soit autour d'un ouvrage, soit autour d'un auteur, avec un certain nombre d'objets liés à l'écriture, le manuscrit, l'encrier, etc. Alors, je vais peut-être juste passer. Donc ici, un autre aspect, un autre énorme continent du projet, ce sont les revues. Alors là, il y en a vraiment 3, on peut dire qu'on est dans la métonymie la plus totale, puisque c'est par centaines que l'on pourrait citer le nombre de revues qui ont été financées par la publicité. Alors, on les appelle parfois house organs. C'est assez compliqué en réalité parce que ce sont des publicités, ce sont des revues qui soit sont à l'usage interne, c'est-à-dire des revues d'entreprise, qui ne sont diffusées qu'au sein de l'entreprise, mais le plus souvent, ce sont des revues d'entreprise, certes, financées par l'entreprise ou par le laboratoire, puisque les laboratoires pharmaceutiques avaient beaucoup d'argent et ont financé d'innombrables revues de ce type, comme la revue Ridendo, qui est sans doute la plus célèbre des revues médicales, refusées pour le médecin, qui a duré pendant presque un demi-siècle, qui est effectivement drôle, d'un goût assez moyen, enfin d'un goût très, très humour de Saint-Regard, avec une petite invitation à ne pas laisser traîner devant les enfants et devant madame. C'est assez amusant. Donc strictement réservé au corps médical masculin. Voilà, cette revue-là. L'acier, donc revue beaucoup plus sérieuse, très belle sur le plan graphique. Voilà une revue qui, à mon avis, sur le plan graphique, peut être mise en parallèle avec un métier graphique. C'est très très beau aussi.
Valéry y a publié plusieurs textes, et d'autres écrivains également. Et Chantecler à gauche est probablement, enfin, l'une des premières revues médicales publicitaires, la Permis de francs étant une sorte de produit qu'on... Bon, voilà. Donc ici, nous arrivons, nous glissons insensiblement vers un autre aspect, insensiblement, parce que tout ça est mêlé, qui est les parodies littéraires de la publicité. Là aussi, le phénomène était sans doute bien connu. Je dirais même que dans les rapports entre littérature et publicité, c'était l'aspect que l'on connaissait depuis longtemps. Mais l'hypothèse de l'ANR, c'est qu'à partir du moment où on travaillait sur les reprises modernistes de la publicité sans avoir du tout pris conscience de l'existence de l'inverse, c'est-à-dire de la participation des écrivains à la publicité, l'objet d'une certaine manière était tronqué. Maintenant, on a reconstitué les deux morceaux. Les écrivains empruntent à la publicité et la publicité emprunte, enfin, la publicité emprunte à la littérature, donc on est dans un lien. Jusqu'ici, on y voyait une sorte de jeu moderniste un peu gratuit, et le terme de gratuité est finalement sans doute à revoir. Donc l'exemple du prospectus pour l'huile céphalique, qui est une merveille dans César Birotteau, et puis à droite ce charmant petit poème inspiré par la marque Exciting, Raymond Queneau, irrésistible, je l'adore. Irrésistible. Voilà. Donc ici, j'avais pensé à tout, donc ça tombe bien parce que vous avez exposé les deux autres numéros, et celui-ci n'était pas, je crois, à l'exposition, donc ça permet de voir un des numéros spéciaux, pas le seul que je possède malheureusement, consacré à la publicité. Alors, je ne sais pas si c'est l'œil du bibliophile, mais en tout cas c'est une très belle couverture. Et en fait, l'œil est brillant, il est dans une matière, dans un matériau plastique sur la couverture. On ne voit pas bien cela apparaître sur le PowerPoint. Et là, un texte, voyez, littérature publicitaire, et non pas publicité littéraire. Et les propos qui sont tenus sont quand même très intéressants. La formation de la littérature publicitaire s'est accomplie sans point d'appui sur une forme littéraire quelconque. Sans point d'appui sur une forme littéraire quelconque. Donc on est en 36, et en 36, Art et métier-graphie rejette le modèle littéraire, alors qu'il est prépondérant dans la publicité encore à cette époque-là. Donc, manifeste pour l'indépendance de la publicité. Alors, pour finir, enfin, quasi un mur d'images ici, qui nous rappelle, je dirais à grands pas, que la publicité est aussi objet de fiction, qu'il y a voilà, toutes sortes de sujets de thèse possibles sur les mises en littérature de la publicité, les mises en fiction, les romans du publicitaire. On a des belles images de Simone de Beauvoir, bien sûr, 99 francs. Et on a aussi cette pièce de théâtre de Salacou, Pouf, qui devrait absolument être rééditée, puisque c'est le texte tout à fait intéressant d'un agent double, puisque Salacou était publicitaire à la ville et pamphlétaire de la publicité à la scène. Pouf étant un texte assez virulent contre la publicité comme exploitation de l'imbécilité des masses. Et vous avez également un ensemble d'ouvrages plus théoriques que vous connaissez, Vance Paccard, La persuasion clandestine. Vous avez également Sa Majesté la publicité. Ça, c'est encore un autre aspect du discours à propos de la publicité. C'est un des premiers ouvrages historiques sur l'histoire et les méthodes de la publicité. Donc là, on est, je dirais, dans la plus grande extension du champ de notre ANR. Voilà. Et je terminerai juste la présentation rapidement sur ce qu'on appelle des dispositifs complexes, c'est-à-dire lorsque la publicité
s'offre à des analyses tout à fait passionnantes, comme ici une publicité, alors je n'en connais pas la date, c'est un défiant publicitaire que j'ai trouvé dans une brocante il y a 2 ans, et qui m'a appris, parce que depuis j'ai vu qu'en fait c'était assez fréquent, qu'un des moyens de faire la publicité pour la littérature, c'était de vendre le meuble avec. Donc ici, la librairie Paul Ollendorff lance une collection de bibliothèques et s'associe avec un marchand de meubles, dont pardonnerez, j'ai oublié le nom, pour vendre donc tout Victor Hugo, et en fonction de la taille de l'œuvre, la taille du meuble sera différente et le prix à l'avenant. Moi je trouve ça absolument pas drôle, pas du tout. Ça se prête surtout à des œuvres complètes comme Victor Hugo pour des auteurs un peu moins C'est prolifiques. Tu vas te retrouver. Alors, ils ont choisi là, avec vous disent en bas, il y a Balzac, Maupassant, Honnet, Paul Adam, Abel Herman, et ils ont quand même le sens de la série en menuiserie comme en librairie. Donc dispositif complexe, oui. Pourquoi? Parce que la publicité est double, là encore. Hein, et c'est inverse, donc Ikea vend ses meubles en y mettant en y exposant des livres. Non pas pour vendre des livres, mais pour donner une certaine image, enfin pour augmenter l'image de marque de produits, enfin sans aucune valeur. Et Puertelas ou Puertolas fait la publicité d'Ikea dans son livre sur le fakir dans une armoire Ikea. Je vous raconterai l'histoire si vous voulez, parce que je suis allée faire une enquête pour savoir si c'était une publicité chez Olivier Tante. Alors, ici, ça sera le dernier dispositif publicitaire complexe. Alors, à gauche, nous avons Colette, une image tout de même, je veux dire, inconnue, hein, cette image, elle reste incroyable. Donc, en couverture de vue, le 8 juin 1932, voici ce que vous ne pouvez pas déchiffrer en bas. Donc Colette Soins de beauté, vous savez, je pense qu'elle avait ouvert un institut de beauté, ça n'a pas très bien marché, d'ailleurs sur le plan financier, elle appelait ça, sacrée Colette, l'affaire des parfums. Donc voici ce qui était écrit en bas. Paris compte un nouvel institut de beauté, une académie, dirons-nous, avec la métaphore de l'académie, c'est-à-dire publicité, littérature fondue dans une métaphore en académie. Et c'est Madame Colette, l'un de nos plus grands écrivains, qui vient de l'ouvrir. Nous voyons ici l'auteur des Claudines en train de maquiller sa fille, Colette de Jouvenel, sur le jeune visage de laquelle elle essaie l'efficacité de ses fards. Lire dans ce numéro l'article de Simone Rattel, qui était une de ses copines. Donc, voilà, publicité à double détente là aussi. L'écrivain fait de la publicité, enfin, la marque Colette fait de la publicité pour les produits. Et évidemment, réciproquement, elle fait la promotion de son institut de beauté. Alors, juste pour l'anecdote, c'est que la pauvre fille de Colette est sortie, paraît-il, pas terrible de maquillage. Elle n'était pas très maquilleuse, ça n'a pas duré très longtemps. Et elle avait créé vraiment toute une gamme de produits de beauté à son nom, avec des rouges à lèvres, et elle avait écrit elle-même un catalogue publicitaire rarissime qui vaut une fortune et qui était exposé récemment à la maison de Colette, où ils ont fait justement une journée sur Colette et la publicité. Et puis pour finir sur une note contemporaine, ben oui, cette publicité quand même, alors là très sémistiquement très perverse, hein, puisque vous avez Belle BD, publicitaire, auteur de 99 francs, livre dans lequel il dénonce le système publicitaire, hein, la publicité, la plus grande catastrophe de tous les temps pour ceux qui aiment la littérature, dit-il dans 99 francs. Hein, donc vision apocalyptique de la publicité comme anti-littérature, et posant ici pour les Galeries Lafayette
moi je pense à la photo de ce pôle de Manuel. Même torse, même côté un peu dada, même, enfin bon, je trouve que c'est pas sans clin d'œil, mais c'est peut-être moi qui connais trop la photo de ce pôle en dada, torse nu aussi. Donc il pose pour les Galeries Lafayette avec à la main un livre. Je vous donne en mille quel est le titre de ce livre. Voilà, la société de consommation. Donc je ne vais pas vous faire le commentaire que je ferai à mes étudiants. Je pense que voilà, vous avez compris tout ce que... Voilà, alors, où est BD? Où se situe-t-il? Là, c'est très très compliqué. Hein. Est-il devenu l'écrivain reconnu qu'il est aujourd'hui parce qu'il est publicitaire, parce qu'il a bien su faire sa publicité littéraire, par le contraire, c'est-à-dire en passant par l'anti-publicité, tout cela, bon, je pense que tout le monde se pose ces questions-là. Et on le déteste ou on l'aime bien, ça dépend. Alors, à partir de là, donc, comme vous avez pu voir, les corpus sont extrêmement variés. Et on en est pour l'instant à dégager 3 types de classements. Classement par auteur ou par genre, qui évidemment relève d'une logique littéraire, c'est la tendance spontanée du littéraire face à ce genre de corpus. Mais dans une logique médiologique, ça serait davantage des supports qu'on pourrait souhaiter retenir. Selon qu'on retient des supports de type médiatique, à proprement parler, comme la presse, l'affiche, la radio, le cinéma, la télévision, Internet, ou bien des supports hors médias, comme l'encart, la brochure, les plaquettes, les catalogues, les almanachs, les menus, les objets publicitaires, les foulards, les assiettes, les briquets, les livres, etc., etc. Et enfin, dans une 3e logique, qui serait davantage la logique publicitaire, un classement possible par secteur ou par marque, selon qu'on a affaire à des publicités qui relèvent de la santé, de l'alimentaire, du vin, des eaux, de la mode, de l'habillement. Et on verra très bientôt que ce marqueur, par secteur et par marque, est aussi un indicateur pour l'histoire de la publicité, puisque tous ces secteurs ne sont pas représentés également à toutes les périodes du projet, hein, puisqu'en 1830, on n'avait pas encore... voilà, exactement. Merci. Alors, nous avons pour l'instant abouti à une typologie tout à fait expérimentale, qui va nous servir néanmoins pour l'instant de support sur le site, qu'on espère voir à Noël, et qui nous a permis donc de dégager 5 domaines d'extension de leur étude. Premièrement, alors en croisant, comme vous le comprenez, alors c'est une typologie hétérogène, qui, un peu empirique, qui nous a donné lieu à des discussions animées, qui n'est pas grand-chose, mais mine de rien, comme toutes les typologies, elle soulève beaucoup de questions et on serait, je l'espère, pas satisfait. Nous ne sommes pas non plus totalement satisfaits de cette typologie, mais en tout cas pour l'instant, ça sera notre typologie pour commencer. Alors, premièrement, donc, les écrivains publicitaires, avec les différents types d'écrivains publicitaires, puisque finalement j'ai déjà passé en revue, donc je ne vais peut-être pas les renommer. C'est pas la même chose d'être dans la famille des concepteurs-rédacteurs à la façon de Ponge, qui détestait par ailleurs la publicité, et qui avait vraiment besoin d'argent, donc là c'est clair, ou d'être, comme Cocteau, quelqu'un qui signe tous azimuts avec élégance, moult de plaquettes de prestige, qui travaille pour les vitrines de Chanel, dans une sorte de mondanité. Et autour de l'écrivain reporter se posent toutes les questions de la sociologie de l'écrivain publicitaire. Combien gagnait-il pour ses propositions? Voilà, que deviennent les œuvres ensuite, etc. etc. Donc,
il y a tout un nœud problématique autour de la figure de l'écrivain publicitaire. Deuxième axe, la marque éditeur. J'ai pas eu le temps en fait de tout voir. Dans la marque éditeur, on peut distinguer donc les revues d'entreprise et de marque, dont je vous ai donné un aperçu très rapide avec la Carmine Lefranc et également les collections littéraires, c'est-à-dire que beaucoup de laboratoires, surtout de laboratoires pharmaceutiques, se sont lancés dans l'édition et ont publié des collections littéraires avec des inédits. C'est ainsi que Morand a publié Le Voyageur et l'amour, par exemple, dans son édition originale pour la Grande Maison de Blanc. Il y avait aussi des éditions de classiques qu'on rééditait, mais en les assimilant à une marque de médicaments, une autre marque, des albums ou des dépliants de prestige. Alors, troisième dimension, les récupérations et parodies. Le nez de Voltaire pour Aturgile, Héros Publicité, L'huile céphalique, et j'ai envie de dire, et combien d'autres exemples que vous connaissez, notamment les récupérations modernistes de l'avant-garde, qui a abondamment, de Sandra à Queneau, réutilisé le matériau publicitaire à des fins poétiques. Et puis, enfin, la publicité comme objet littéraire. On a mis objet entre guillemets parce qu'on n'a pas trouvé mieux. On avait commencé par sujet, et puis ensuite on est passé à objet, voilà. C'est-à-dire l'extension maximale du projet de la publicité dans les fictions, la publicité comme objet de critique et de polémique, car il y a toute voilà, vraiment une tradition polémique très très importante. Parfois la polémique passe par la fiction. Pensez à l'affichage céleste de Villiers-l'Isle-Adam, par exemple, ce conte dans lequel la critique acerbe de ce conservateur, s'il en fut, qui était Villiers-l'Isle-Adam, contre voilà, ce qu'il sent être l'irrémissible essor d'une publicité qui finira par coloniser le ciel, d'où le titre de la nouvelle, l'affichage céleste, où il imagine 40 ans avant l'avion Citroën qui inscrit son nom dans le ciel, qu'un jour la publicité ira s'inscrire dans le domaine du céleste. Là, c'est vraiment un très bel exemple de fiction publicitaire qui est en même temps, évidemment, qui alimente la polémique incessante sur cette question. Et enfin, la publicité comme objet de théorisation, c'est le contexte discursif de notre objet. Bon, je reviens juste en arrière parce que j'aperçois que j'ai bientôt terminé, que j'ai oublié de vous montrer quand même notre scoop. C'est le dernier document que nous avons trouvé, en fait. Et j'ose espérer que le colloque sur Valérie, qui se tient au sommet de la Sorbonne prochainement, ignore, j'espère, ignore, en tout cas souhaite ignorer, ça j'en suis certaine, parce que Jarty n'aime pas du tout ce genre de bataille. Là, je vous montre quand même cette horreur. Une publicité, donc on a trouvé à la bibliothèque Fournier que, ma connaissance, personne ne connaissait, et je ne suis pas sûre que les spécialistes de Valérie la connaissent. Alors, comme je sors toujours celle de Valérie pour la source Perrier, j'ai voulu changer, car il en a fait pas mal. Il en a fait pas mal, Valérie. Et ici, donc, c'est une lettre d'attestation reproduite en facsimilé parmi d'autres lettres pour les parateries Revers. On était très contents et ça fait vraiment, ça fait 3 semaines en fait qu'on l'a vraiment trouvé dans les dépouillements. Parce que dans les dépouillements, souvent on a identifié un certain nombre de choses, on n'a jamais vu le document. Mais là, on n'avait rien identifié du tout. Et évidemment, c'est une grande joie parce que on n'en trouve pas un par semaine, je dirais, avec une signature pareille. Donc je voulais quand même vous montrer. Puis je reviens sur la fin de ma communication par un tableau sur la périodisation. Alors, la périodisation, c'est-à-dire quels sont finalement, comment allons-nous nous y prendre pour essayer de
forger sur 4 ou 5 ans, dans un travail collectif, ces fameux repères d'une histoire croisée de la littérature et de la publicité, sachant que les repères de la littérature et de la publicité en France, Marc Martin les a parfaitement donnés dans son livre, hein, il est vraiment absolument impeccable, mais que ce ne sont pas les mêmes marqueurs que pour les littératures, et que la publicité littéraire étant entre ces deux histoires, nécessite que l'on joue en fait qu'on trouve de nouveaux marqueurs. Alors pour l'instant, bon, c'est vrai qu'avec Laurence, on a quand même des hypothèses déjà sur des grandes périodes, mais on ne peut pas anticiper. Donc on a réfléchi pour l'instant à ce qu'on appelle des marqueurs qui doivent être croisés pour déterminer à nos yeux des moments clés de cette histoire, hein, des moments charnières. Par exemple, le moment des débuts de la publicité des grandes signatures. Voilà. Alors, on a dégagé plusieurs marqueurs, les marqueurs octoriaux. On pourrait par exemple faire une histoire de la publicité croisée avec la littérature qui reposerait entièrement sur ce marqueur-là. Et on obtiendrait 19e siècle anonymat, première moitié du 20e siècle grande signature, deuxième moitié du 20e siècle anonymat mais en phase dialectique, pas le même anonymat que celui du 19e siècle, un anonymat je dirais plus honteux d'une certaine manière parce que coïncidant avec la désacralisation de l'institution littéraire. On n'a pas au XIXe siècle, et puis, début des années 2000, retour des signatures dans la publicité. Bon, alors, tout ça c'est extrêmement grossier, si ce n'est que ça donne quand même des marques, des repères. Après, on a les marqueurs bibliophiliques et documentaires. Par exemple, bon, on peut considérer, ça se discute sans doute, mais qu'en ce qui concerne la bibliophilie publicitaire, au sens donc de publicité de livres et de bibliophiles, l'an 1 de cette bibliophilie publicitaire pourrait être le fameux album Mariani dont je vous ai donné un extrait, qui par son ampleur constitue vraiment un premier très grand livre de publicité. Et à l'autre bout de cette bibliophilie, en 1968, un magnifique livre de Perrier, 7 variations Perrier sur le thème de la soif, qui est un ouvrage de bibliophilie publicitaire extrêmement luxueux, avec une couverture de Dali, et puis à l'intérieur de l'ouvrage des plaquettes un peu pop, comme type de dessin, et dans chacune des plaquettes, un texte d'écrivain, dont Antoine Blondin, faisant l'éloge de l'eau, qui viennent faire l'éloge d'un des produits de Perrier qui s'est diversifié en pchit, etc. Hein. Donc il y a Coca, pchit, Perrier. Et cet ouvrage est vraiment très ostentatoire, enfin bon, je veux dire, après 68, on ne trouve plus, nous on n'a pas trouvé en tout cas quelque chose qui puisse atteindre ce degré, bon ça vaut 1000 € aujourd'hui ce livre, c'est quand même, voilà, c'est un petit peu la fine pointe de cette bibliophilie très prestigieuse, très coûteuse. Alors les marqueurs météorologiques, bien sûr, alors là il y aurait tout un travail, nous on est sur la publicité écrite, hein, donc la télévision, forcément la radio, on sait hein, qu'elle va prendre le pas, mais notre objet, il faut absolument qu'on délimite un moment. Mais les marqueurs, évidemment, sont très très importants. Il est clair que l'émergence de la radio, de la publicité radiophonique des années 30, commence déjà peu à peu à grignoter l'espace de la publicité écrite sur support papier et la télévision, etc. Même si quelqu'un comme Cocteau va faire la publicité de la télévision pour les téléviseurs Ribet des Jardins. Ensuite, des marqueurs professionnels. C'est assez intéressant, c'est-à-dire les mots, en fait, comment ont été appelés ceux qui faisaient de la réclame. Donc il y avait plusieurs mots, réclamiste, publiciste, alors là on a un très bon débat, publicitaire, concepteur, rédacteur, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on les appelle dans la communication de marque.
Des marqueurs linguistiques, les mots de la publicité, c'est très important. L'annonce, le puff, qui trouverait, pense-t-on, un équivalent au XXe siècle dans le bluff. La publicité était accusée de puff, c'est-à-dire de vent, au XIXe siècle. La réclame, le bluff, la publicité, la pub, l'abréviation, par exemple, la fameuse émission Culture Pub. C'est quand même l'abréviation du mot publicité. Est-ce que cette abréviation correspond à une autre étape du développement de l'histoire de la publicité? J'ai tendance à penser que oui. Et aujourd'hui, feu la publicité. Nous sommes à l'ère de la communication de marque. La publicité est en train de devenir, à l'histoire de la publicité globalement parlant, ce que la réclame est devenue par rapport à la publicité au début du XXe siècle. On est dans ce début du XXe siècle en train de quitter l'histoire de la publicité pour entrer dans celle de la communication de marque. Alors les marqueurs stylistiques et sémiologiques, tout à l'heure je vous ai donc rapidement fait remarquer que l'apparition du slogan est caractéristique de l'émergence des discours marchands de la publicité. Les marqueurs historiques, bien sûr, l'entre-deux-guerres, l'âge d'or, les 30 glorieuses, qui voient par exemple l'émergence très nette de fictions publicitaires virulentes. On en est revenu. Et puis les marqueurs sectoriels, étant entendu que, par exemple, au XIXe siècle, les principaux secteurs de la publicité, c'est la publicité pour le livre, et la publicité pour les produits de la pharmacie et la publicité pour les produits de la mode, pour les vêtements. Mais au fil du temps, les secteurs naturellement évoluent et peuvent aussi donner des repères. Ouais, ce sont des idées auxquelles il faut penser, on ne peut pas vraiment. Donc j'ai terminé en fait. Ça va. On va faire la discussion.